Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Background. On se retrouve aujourd'hui sur ce format habituel où on va à la rencontre d'invités pour leur parler et leur demander leur rapport au basket. Alors d'abord en tant que joueur, qu'acteur on va dire du basket, puis ensuite en tant que consommateur et consommatrice. Aujourd'hui, mon invité, si j'en crois son compte Twitter, elle est fan des Kings de NBA et de l'AS Monaco. C'était une membre du jeune média Le Roster. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Et bienvenue, Agnès. Comment ça va ? Salut, bon, ça va. Moi, je suis très heureux d'être invité chez vous. Ça fait plaisir. J'ai entendu un peu parler de vous via certaines personnes, donc ça me fait plaisir. Eh ben, merci, tant mieux. J'espère que tu as entendu du bien. Beaucoup de bien. J'ai entendu beaucoup de bien, du coup, je me suis renseigné et c'est très bien. Eh ben, ça fait plaisir. Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. J'ai fait un peu de. J'ai commencé Twitter il y a quelques années pour faire les fameux des comptes de fans, et puis et du coup, là, j'ai repris un peu une entité plus personnelle, et depuis, je parle de NBA et j'ai fait un peu d'écriture sur le roster, mais par manque de temps, j'en fais moins, mais ça ne sera revenir quand j'aurai plus de temps, mais voilà, je vous accorde. Voilà, j'ai Ça vraiment marche. à préciser. Y a pas de souci. C'est tout ce que tu voulais dire, pas de choses à Oui, j'ai promouvoir un de d'autre. plus. Non, Parfait. non. Allez vous abonner à ton compte Twitter, les liens sont en description. Mhm. Voilà ce qu'on peut rajouter. Il peut aussi s'abonner à votre podcast. Oh merci, c'est très gentil. J'allais faire notre propagande maintenant du coup. Moi, je suis très forte en transition. Ah ouais, t'es incroyable. Quelle belle passe décisive. Effectivement, abonnez-vous au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, même si on n'est jamais actif sur Twitter, faites-le, sentez-vous libre. On est comme d'habitude et comme toujours autant ouvert à vos critiques que possible. Donc tant qu'elles sont constructives, même si vous êtes dur, même si c'est très négatif, on prend, on cherche à s'améliorer. On a fini l'échauffement, on a fait nos talons-fesses, on a fait nos montées de genoux. On va pouvoir attaquer la première mi-temps et parler de ton basket en tant en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, pardon. Comment le basket t'est venu ? Commencez. Alors moi, mon basket, il est venu de manière un peu soudaine, parce que à la base, je suis très foot. Donc c'est vraiment le premier sport que j'ai suivi quand j'étais jeune. Et Ok. puis vers 2016, fin 2016, donc en gros, je commence à entendre parler du basket parce qu'il y a tout le LeBron, la legacy de LeBron, Ouais. je suis encore très jeune, qui arrive. C'est-à-dire qu'en gros, on nous en parle beaucoup, on nous parle du comeback de 3-1. Et donc je commence à suivre, c'est à cette époque-là que je commence à suivre. Et donc Ok. c'est là où j'ai mes premiers émois pour des joueurs et pour un peu pour les Kings. Mais au début, j'étais plus Russell Westbrook, parce que voilà. Ok. Compréhensif de ouf. Du Compréhensif de coup, ouf. en plus c'est sa saison MVP, tout ça, donc c'est la première année que j'ai suivi. Et donc c'est comme ça qu'il est venu. En fait, il est venu assez brutal, et au fur et à mesure des années, déjà je m'y intéressais beaucoup plus, et j'ai toujours recherché à connaître les petits détails. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis passé du côté très sportif de la chose, donc la performance, les titres, voilà, et je suis passé de plus en plus dans le côté petits détails. J'aime beaucoup tout ce qui est front office, tout ce qui est contrat, mid-level, tous ces trucs dont on ne parle jamais, en fait, entre guillemets. Ces trucs de niche. Ces trucs de niche, ces trucs de geek que j'adore, en fait. J'adore pouvoir rétorquer à quelqu'un que non, le transfert n'est pas déséquilibré parce que un tel dump 30 millions de salaire. J'adore ce genre de truc. Voilà. Et T'es donc, en train de me dire que tu te manges le CBA chaque année. c'est ça, absolument. Voilà, je mange le CBA chaque année, et chaque année je le réanalyse pour voir si ça n'est pas des petits changements, et donc je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment trop sous-coté, on n'en parle jamais, et c'est génial. Non mais c'est fou, c'est un point de vue très content du coup de t'avoir, parce que c'est un point de vue, c'est vrai qu'on a très peu. Il y a très peu de gens qui sont dans cette niche-là. Je vais rebondir sur un élément que t'as dit. Tu viens du foot à la base. On a une question où on allait te demander si tu avais d'autres disciplines sportives qui partageaient ton cœur de passionné. Et bah du coup, je t'écoute. Dis-nous Voilà. tout. Alors moi je suis du foot, donc c'est le premier sport, c'est mon premier amour, c'est encore un de mes amours aujourd'hui, attention, je le suis encore beaucoup aujourd'hui, et du coup c'est ce qui fait que je supporte l'AS Monaco, même en basket, parce qu'à la base je les supporte au foot, parce que mon père il était fan de Monaco quand il était jeune, et donc voilà, de génération en génération, ça se poursuit. Moi j'essaie de lui faire remonter un peu le basket, parce que c'est pas un sport qui suit beaucoup. Ouais. Mais globalement, c'est ça le truc, hein, c'est mon premier sport que j'ai aimé, mais
globalement, tous les sports, la majorité d'entre eux, je peux les suivre et je peux les aimer. Il y a très peu de sports, entre guillemets, où j'estime que je pourrais pas les regarder. Je sais quels j'arrive pas à dire quels en sont, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, je sais que tout ce qui est sport de boxe, j'ai beaucoup de mal. Ok, sport de combat, difficile. C'est difficile. Alors que les sports comme collectifs, c'est souvent des sports que j'affectionne tout particulièrement. En plus, ils sont renforcés par le storytelling qui rend ça génial. Ok. Bah, j'allais te poser une question, du coup, tu me parles de Monaco, tu me dis que t'aimes beaucoup de sport. Je pense à l'illustre monégasque Charles Leclerc, tu suis un peu la Formule 1 ? Un petit peu, c'est pour ça d'ailleurs que je crois que c'est mon mec de F1 préféré, Ouais. Parce que c'est classique, c'est facile, mais voilà, je l'aime beaucoup. J'ai un peu la F1, ouais, un peu de très loin, mais voilà, j'essaie de suivre parce que, entre guillemets, c'est un peu hype, donc j'essaie de suivre, j'avoue. Je vois. Mais c'est pas non pas, c'est pas un sport où je me dirais, allez, je suis un expert dessus. Pas possible, impossible. Après, que je dise ça. c'est dur d'être un expert, d'être une experte sur tous les sports. Hein. Ça demande beaucoup de temps et il y a que 24 heures dans une journée. C'est ça. Déjà que je comprends pas, même pas les propres équipes que je supporte si je me mets à mettre des écuries en plus. Voilà, ça va être compliqué. Le CBA, il est quand même épais, faut le manger. Ouais, c'est ça. À chaque fois, ils rajoutent des nouvelles règles à cause des joueurs, hein, parce que les règles veulent des règles en plus, pour les droits des joueurs, c'est important. Et donc, du coup, bah, si on les suit pas, bah, on comprend rien. Finalement, en fait, on connaît tous un peu le CBA, on le connaît tous un petit peu, mais peu de monde, je pense, genre, je vais même pas en faire partie, peu de monde vraiment le comprennent à 100%, parce que c'est un truc tellement compliqué, tellement précis, parce qu'en fait, ça ne parle pas que de sport, ça parle aussi de business. C'est un truc très business. C'est pour ça que les proprios sont très à cheval sur le CBA. C'est pour ça que certaines franchises décident de tout faire péter. C'est comme ça. Le CBA, il est unique. Je crois il y a très peu de ligues qui ont un truc aussi complexe. Un livre aussi complexe, c'est pas un livre, c'est un PDF. Hein, c'est un PDF énorme, aussi précis, complet, que faut comprendre. Faut absolument comprendre. Je crois que peut-être que je me trompe, mais il me semble que à l'époque du fair play financier dans le foot, l'UEFA s'était beaucoup inspiré du CBA justement. Parce que c'est comme tu le disais, quel autre sport a un document aussi pointilleux? Parce que c'est le business plan hein, finalement, c'est le modèle économique de la. C'est le business plan, et encore, je pense, le fair play financier était biaisé, était assez raté dans sa manière de faire, parce que factuellement, il se basait pour tous les clubs autour de l'UEFA, donc de l'Union Européenne, entre guillemets. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de clubs, dans tellement de catégories différentes, que c'est pas possible de entre guillemets, faire une sauce NBA. Du coup, c'est dans les ligues en interne qu'on fait et qui font leur propre salary cap. C'est ce qu'ils font en Espagne. En Espagne, il y a un salary cap qui se base, qui est indexé sur les revenus du club, des clubs. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que certaines équipes galèrent à progresser vraiment, parce que elles doivent refaire plus de revenus pour faire un meilleur salary cap. C'est ce qui fait que, par exemple, le Real Madrid au foot, même un peu au basket, ils peuvent envoyer des salaires monstrueux parce qu'ils ont des revenus tellement colossaux qu'ils peuvent, s'en occuper. Ah ouais, je vais me coucher moins con ce soir, je savais pas du tout qu'il y avait un salary cap en Espagne. Il y a un salary cap. Il a instauré depuis 2 ans, 3 ans. Ok, incroyable. Ah non, c'est super. Voilà. 8 minutes, vous avez déjà appris un truc de fou. Ce podcast va être génial. C'est ça. Tout est exceptionnel. On va retourner un peu sur mes questions. Tu parlais du coup, donc 2016, c'est là où tu découvres. Comme tu disais, c'est assez soudain. Tu considères être devenu passionné directement, ou il t'a fallu un peu plus de temps avant de te dire, ouais, non, si, vraiment, je suis passionné de NBA? Alors moi, j'ai pris un peu de temps, parce qu'encore une fois, au début, j'étais très jeune, donc j'ai eu du mal à comprendre. Je ne comprenais pas toutes les règles. Je faisais partie de ces personnes qui disaient qu'au basket, il n'y a pas de contact. Ce qui est factuellement faux. Hein. Oui. Et donc, du coup, j'ai eu un peu de mal. Mais quand je dis que finalement, j'ai en parlé un peu plus tôt, je parlais du storytelling. Le storytelling, ça fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, une histoire sportive normale passe au conte ou au mythe. Avec ce storytelling, c'est ce qui te fait aimer. Il y a très peu de personnes qui aiment sans le storytelling, ou alors qui ne sont pas tombés amoureux avec du storytelling. Vous dites à quelqu'un qui a commencé à suivre les années 80, c'est Magic versus Bird, c'est la rivalité, c'est pas la reconstruction éclair des Bulls. C'est souvent la rivalité, ou alors les deux sweep-it de Jordan, Shaq et Kobe, le retour, la rédemption de Kobe.
Actuellement, en WNBA, regardez aujourd'hui ce qui se fait, le storytelling autour de Caitlin Clark et Angel Reese. Absolument. Il y a un storytelling qui est en train de se faire parce qu'elles se sont affrontées chez les universitaires. Ouais. Et puis en plus, elles sont extrêmement fortes toutes les deux. Elles ont un impact monstrueux. Elles ont un style de jeu radicalement opposé. L'une plus brute, plus au rebond, la bataille intérieure face à une talentueuse capable de tout faire, hein, une shooteuse exceptionnelle. Donc ça fait ce qui fait le basket. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent à adorer la WNBA parce que... par exemple, ils ont vu Marine Johannes faire des trucs, ils ont vu Caitlin Clark en universitaire. Moi, j'ai vu a posteriori un petit peu le passage où elle passe devant Pete Maravich au nombre de points marqués au basket à l'université. C'est monstrueux. Ça très crée, beau moment. Ça donne une envie toute particulière de suivre. Donc, on peut s'intéresser comme moi aux détails, aux trucs, mais sans le storytelling, pour moi, il y a très peu de personnes qui peuvent devenir fans sans un minimum de storytelling. C'est pas possible. Et du coup, toi, c'est quand ce que ce storytelling prend et que tu deviens fan? Moi, c'est triple-double de Westbrook. La saison en triple-double? Ouais. C'est vraiment... En fait, c'est la fin de saison. En fait, c'est le match à Denver, plutôt, pour être précis. C'est le match à Denver. Le match à Denver, puis le titre de MVP. C'est vraiment le truc de dingue. J'ai toujours en mémoire, vous voyez, je sais pas, la vidéo de la mixtape de sa saison MVP, où il commence avec toutes les stars là, qui disent « Non, impossible, personne fait ça, jamais de la vie. » Et puis il le fait. Et ça rend le storytelling dingue. Puis après, il y a les saisons qui s'enchaînent, donc je commence à aimer les Kings, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais aussi tout le truc LeBron 2018, avec seulement Kevin Love dans ses bagages, et qui fait un run exceptionnel. Après, il y a Kawhi, et puis là, on arrive dans le du récent, mais toujours des petits trucs, toujours des histoires qui font rêver. Et puis en plus, moi, j'adore l'histoire du sport en général. Donc après, je commence à m'intéresser aux trucs plus âgés. Et là, c'est exceptionnel. Là, c'est exceptionnel. Là, on commence à rentrer dans du mythique. Voilà, il y a des très belles histoires. De toute façon, le sport américain et le storytelling, ils savent faire. Ils sont très forts. Donne-leur trois brindilles, ils te créent l'histoire la plus incroyable au monde. Et ils ont quand même réussi à faire un storytelling monstrueux sur les Cavs qui vont au deuxième tour des playoffs. Vraiment, c'est un des moments où on est c'est vrai. C'est quand même exceptionnel. Non, ils sont forts, les Américains. Ils sont très forts. Ils sont très très forts. Mais c'est pour ça que beaucoup les envient, du coup. Mais parce qu'ils sont... Mais bon, voilà. Le sport américain, c'est quelque chose, même si avec ses défauts, mais dans les qualités, il y a le storytelling qu'ils font. C'est indéniable. Revenons un peu sur toi et ton basket. Est-ce que tu as joué au basket, alors que ce soit en club ou en playground? Un petit peu. J'ai un petit peu joué. Un petit peu joué, parce que j'étais très petite. Parce qu'il y a encore récemment, il y a 3-4 ans, je faisais encore 1m53. Hein. Ah oui, ça touche le bas. Mais en fait, j'ai commencé à vraiment jouer donc un peu au lycée, puis à la fin de lycée, j'ai fait l'équipe du lycée. Ok. Donc c'est là que j'ai... c'est ça? Ouais, dans l'idée, un peu ça. Ouais, c'est un truc en plus. Donc c'est là que j'ai fait le peu de matchs que j'ai joué. J'en ai joué très peu, mais parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de matchs. C'était des qualifications. En fait, on se qualifiait en régional et puis ainsi de suite. Il fallait qu'on se qualifie. À un moment, on ne s'est pas qualifié, donc on a arrêté de jouer. Mais donc c'est ça que j'ai peu joué, mais j'en ai fait un peu parce qu'en plus, ce qui est quand même un truc que je m'en suis bien rendu compte, c'est qu'au collège, je suivais un peu le basket, mais pas aussi précisément qu'au lycée. Et en fait, au collège, je jouais très mal. Ma mécanique de tir à en faire pâlir Michael Kidd-Gilchrist. Voilà, donc c'est vraiment... c'est ça, donc faut trouver les... Donc en gros, voilà, et en fait je me suis rendu compte que plus je l'analysais, plus je le décortiquais, plus je jouais bien, plus mon jeu s'améliorait vraiment. Ça, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de QI basket. Et c'est pour ça que je ne sais pas avoir un QI de basket de dingue. Attention, je ne suis pas Steve Nash, je ne suis pas Jason Kidd. Mais en fait, quand on le comprend, quand on commence à s'y intéresser vraiment dans les petits trucs, et quand on a des bons coachs, ce qui était mon cas, j'ai eu une très bonne coach, et ben en fait, on est bien meilleur. Ça coule de source. Vraiment, coule de source. C'est qu'en fait, on comprend mieux les mécaniques puisqu'on regarde des joueurs pro jouer. Alors, on essaie parfois de reproduire leur mécanique parce qu'on a beaucoup d'ego. Moi, j'ai essayé de me calquer sur celle de Ray Allen. Ça n'a pas fonctionné. Ah oui. Je me suis dit, on va à la perfection tout de suite. Ça ne marche pas parce que Ray Allen est un shooter exceptionnel et qui a une mécanique très spécifique. Mais en gros, on les regarde jouer, on regarde comment ils font. Je sais pas si tu as déjà vu la chaîne YouTube. Je parle à tout le monde, mais je sais pas si tu as déjà vu la chaîne YouTube qui prend LeBron et qui explique comment il joue. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que du coup, on comprend mieux comment il fait, et c'est ça rend ça dingue.
Peut-être que je me trompe, mais tu parles de By Any Means Basketball? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, qui décortique à chaque fois le jeu, qui peut décortiquer des moves particuliers. Le step back, à l'époque, ils avaient fait avec James Harden et tout. C'est ça. C'est-à-dire qu'il comprend que le Ouais. step back, c'est pas juste, il fait pas juste un step back pour faire un Oui. step back. C'est-à-dire qu'en gros, il a passé 3 à 4 secondes à l'orienter sur un côté pour pouvoir, d'un coup, très rapide, très soudain, ça va super vite, le déséquilibrer, puis faire son step back et reculer finalement factuellement sur son shoot. Et puis ça devient. Et du coup, il a une meilleure portée déjà, parce qu'il s'est entraîné, mais surtout qu'il a un tir ouvert. Il veut créer le tir ouvert. Il veut pas faire un step back parce qu'il a envie de faire un step back. Ce qui arrive parfois au playground, hein. Il y en a qui font les step back parce qu'ils ont envie de faire des step back. Moi j'appelle ça des grands écarts. Ouais, c'est ça. Voilà, on est vraiment sur le truc. Ok. Donc tu as joué un petit peu au lycée en club du coup. Tu as certainement un meilleur souvenir quand tu jouais, que ce soit un souvenir sur le terrain ou un souvenir d'ambiance. Quel est-il? J'ai un grand souvenir. Un grand souvenir, c'est qu'en gros quelqu'un a malencontreusement eu la mauvaise idée d'insulter notre franchise player, notre FP un peu. Oui. Très mauvaise idée. Surtout que lui, il joue, je crois qu'il joue encore, mais il jouait vraiment. Il jouait dans très très haut niveau. Il devait pas être là, il devait pas jouer au lycée avec nous. C'était illégal. Il a été touché, il aurait pas dû, parce que lui, c'est vraiment en fait pour nous au lycée, parce qu'on est très petit, c'est un espèce de Kevin Durant du pauvre en fait, parce qu'il est très grand par rapport aux lycéens, hein, je veux dire. Et donc lui, c'est un joueur qui s'est shooté, il sait vraiment faire beaucoup de choses. Et ça me semblait toujours d'avoir vu ce mec, entre guillemets, nous emmener, ils nous ont emmenés à la victoire. Ils nous ont emmenés à la victoire parce qu'il fallait qu'on gagne. C'était dur, mais ils ont cherché le mauvais gars, alors que c'est un gars d'une gentillesse folle. Ce gars est un amour, il faut l'aimer, mais ce gars, ils auraient pas dû. Et je pense que sans ça, ils auraient gagné, mais ils ont pas gagné justement à cause de... Et donc c'est ton meilleur souvenir, de voir ce mec prendre feu et vous emmener à la victoire. C'est ça, prendre feu, vraiment, parce que je suis une role-playeuse, hein, donc j'ai un genre de devoir, j'ai un rôle, et voir le mec qui est censé, qui porte entre guillemets la pression sur ses épaules, parce que ils étaient 3 à peu près à pouvoir créer leur tir un peu et pouvoir créer leurs actions, mais savoir que ce gars s'est passé un peu en keep calm, pass to him, genre faites-lui la passe, c'est tout, il y avait rien à faire, et ça c'est exceptionnel. C'est des beaux moments, ça. C'est des grands moments. Alors, je sais qu'il y en a qui ont peut-être été des joueurs de très haut niveau qui nous écoutent. Il y en a peut-être qui ont été un haut niveau dans le sens, dans leur équipe, c'était très fort, c'était des stars de leur équipe. Ça existe. Valentine, qui est la personne qui t'a précédé dans le podcast, Valentine, elle joue en championnat de France. Donc si elle l'écoute, déjà coucou à toi. On parle de joueuses de très haut niveau. Voilà, on parle de joueurs de très haut niveau qui ont eu les responsabilités sur les épaules. Mais pour les petits joueurs, les petites joueuses, c'est inspirant, c'est génial. C'est génial de voir ça, parce que du coup on se dit putain, il se défonce pour nous, et alors que vraiment c'est inspirant et ça donne envie de jouer avec lui en fait. Je suis d'accord, c'est beau l'expression du talent. En fait c'est beau l'expression du talent, et quand on l'a moins, c'est génial. Ah bah oui, ça met des paillettes dans les yeux. C'est ça. Ça régale. C'est ça, faut voir la tête de notre coach qui était en mode ah ouais, d'accord. Ah, il est fort. il est fort. Ouais. Ah ouais, ça... non mais là c'est des gens qui font des erreurs, faut pas les faire. C'est comme ça, on n'insulte pas Michael Jordan, on n'insulte pas LeBron, ça se fait pas. C'est des erreurs basiques, faut pas les faire. Après, généralement quand tu joues pas haut niveau, tu sais pas trop qui est-ce que t'as en face. Mais là c'était le mauvais choix. Là. Je sais que j'ai parlé beaucoup dans ma carrière de joueur. Bon il y a des fois je l'ai pris dans la gueule. Voilà, et j'ai fait, ok. C'est faut assumer. On assume. C'est ça. Ah parce que c'est ça. Non, ça marche. Alors quand je vais le recroiser, parce que je l'ai recroisé l'an dernier, je lui dirai. Je lui repenserai à ce moment. Voilà. Souviens-tu quand tu leur as cassé la gueule? C'est ça, un beau moment de basket. En plus avec la classe. Bon. Le métal, j'adore ça régale. Tu nous disais que t'aimais beaucoup le détail, et on le comprend depuis le début de ce podcast. Qu'est-ce que du coup quand tu viens jouer, et je parle vraiment de jouer, toi quand tu joues, quand t'as le ballon en main, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu viens chercher? Le dépassement de soi, l'entente collective Moi, ça a beaucoup changé au fur et à mesure des années. Donc, au début, j'étais dans le collectif pur parce que j'ai joué à un autre sport. C'est vrai que j'ai pas parlé de foot, mais j'ai fait du rugby avant. J'étais donc j'étais meneuse, du coup, je menais le jeu. Et donc, ça a toujours été dans ma tête de faire la passe. C'est toujours été mon premier mouvement. La passe simple, la passe efficace, toujours. Tu es une organisatrice. J'aime les passes décisives. Ça a toujours été ce que j'adorais. Ok.
Mais en fait, je me suis rendu compte que parfois, en fait, vouloir trop bien faire, c'était un grand défaut. Toujours Ouais. vouloir trop bien faire. Et Être parfois, trop académique. c'est ça, être trop académique. Et je me suis dit, au playground, parce que j'ai fait un peu de playground du coup, avec Mhm. un ami, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que finalement, pour que je sois un peu efficace, il faut que je me fasse un peu kiffer moi-même. Dans le Ouais, ok. sens où il faut que je tente des trucs, un peu extravagants, peut-être un peu fous même d'ailleurs. Mais Mhm. en fait, tenter, en fait, à base, c'est pas du détachement de soi, c'est juste se dire, je peux le faire, je peux réussir à le faire, parce que ça serait incroyable de réussir à le faire. Et quand on a confiance au fait qu'on peut le réussir, eh ben, ça le Mhm. fait. Ça le fait, c'est génial, parce que du coup, bah, on tente des choses. Moi, je sens que j'ai passé au moins 3 semaines à chaque Ouais. entraînement, puisque c'est en même temps période du lycée, à vouloir Mhm. essayer de reproduire la passe de Jason Williams. J'ai jamais réussi. Mais Ah, avec le coude? avec le coude, j'ai essayé Ah trois ouais. semaines, j'ai pas réussi. Mais me dire que potentiellement je pouvais sortir ce move, ça m'a donné Mhm. envie de réussir. Ça m'a rendu meilleur, en fait. Et Ouais, ça, je c'est vois. important. Ça, c'est Ok. quand je joue, je recherche la passe, recherche de faire kiffer. Moi, c'est le meilleur souvenir que je puisse donner. C'est quand moi, mon meilleur ami, il m'a regardé jouer, il joue pas au basket. C'est pas son fort, le basket, ni le sport en général, Mhm. un peu moins maintenant. Et en fait, le voir avec le sourire de se dire, ça c'est fort, ça Ouais. c'est fort. Ça, Et c'est kiffant. ça c'est kiffant, c'est ce qui me donne le plus envie, parce que c'est pas des mecs qui aiment le sport en général, mais le dire que ça puisse leur faire kiffer, Mhm. non, moi, quand je joue, j'essaie de faire kiffer les autres. Ok. Et puis voilà, un petit sourire, voilà, décocher un petit sourire, ça fait plaisir. Bah, j'essaie toujours de Mhm. gagner, mais voilà, j'ai toujours un petit sourire, c'est Ok. mon Donc objectif. ça vient chercher du fun Un et peu de fun, ouais. du coup, certainement, enfin forcément, une notion un peu de dépassement de soi quand tu cherches à tenter des choses que tu ne maîtrises pas, entre guillemets. C'est ça. Tu parlais donc de ton meilleur ami que t'as illuminé avec tes actions. C'est ton plus bel achievement en carrière ou t'en as un autre? Non, j'ai un achievement un peu plus sombre. Vas-y. Il y a un match de basket qu'on a joué, et en fait, puisqu'on était jeunes, ils disent qu'on doit éviter les coups. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas arrivé, c'était pas le cas, parce qu'en fait, quelqu'un m'a fait une clé de bras. Ouf. Donc pas moche, très Ouais, moche. très Donc moche. très moche. Et donc en gros, moi, je me suis fustigé avec ma coach. Je lui ai dit, Madame, Hmm. vous voyez bien ce qu'il m'a fait. Ouais. Ce n'est pas normal. Mhm. Du coup, j'étais très énervé. C'est normal d'être très énervé dans ce genre Ouais, de cas. logique, hein. Et donc je me suis dit, Bill Lambier mentality, réponse du berger à la bergère. J'aime là où ça va. Et donc du coup, j'ai donné mon coup, hein, j'ai répondu. Sauf que moi, Mhm. j'ai pas attendu la fin de l'action et le retour à l'action. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait la passe. En fait, on m'a fait la clé de bras quand j'ai fait la passe, la remise en jeu, puis on me l'a faite après. Ouais. Donc j'ai pas attendu ça. Donc j'ai attendu d'être bien dans la raquette, bien au Mhm. moment. J'ai fait mon coup de vis, mon coup de pute. On va être clairement honnête. Les mots sont Ouais, dits. ouais. C'est pas bien. Les mots sont posés. Voilà, on dit les mots. Et bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai été exclu. Oui, bon, ça arrive. Techn- voilà, faute flagrante 2, flag 2, ça dégage. Mhm. Et donc du coup, bah, c'est mon plus bel achievement, parce qu'en fait, c'est le moment où, entre guillemets, on se laisse pas faire. Je ne me laisse pas Ouais. faire. J'ai toujours eu une petite affection pour les Pistons des années 80 et début des années 2000. Mais Mhm. c'est un truc où je me dis, en fait, pourquoi je me serais laissé faire face à quelqu'un qui ne me respecte pas? Bah, je ne vais pas le respecter. Et c'est qu'en Ouais. direct, fallait le faire. Donc évidemment, ma coach m'a dit, ça se fait pas, faut pas faire ça. Oui. J'ai dit, voilà, je l'ai fait. De toute façon, je suis pas très importante pour vous. Je suis pas non plus le joueur ou la joueuse la Mm. plus importante. Tout ne se passe pas autour de moi. Donc je pouvais le faire. C'était pas, Ouais. si j'étais la star, non, je l'aurais pas fait. Mais Mm. là, ça allait trop loin. C'est-à-dire qu'en gros, on nous a posé des règles, si vous respectez pas les règles, bah, allez, punition. Ça part. Je Et c'est mon vois. plus bel achievement c'est mon plus bel achievement dans ma petite et courte carrière. C'est ça. C'est d'avoir C'est cette réponse. c'est d'avoir fait une Rachid Wallace, une Bill Laimbeer, une John Saleh, une Dennis Rodman, ce que vous voulez. Une Ron Artest. Une Ron Artest, une Meta World Peace, pour ceux qui aiment voilà, les mots. Voilà. Un Steven Adams, un Draymond Voilà. Green. Ces joueurs m'énervent parfois. Hein. Draymond Green m'énerve plus au point. Mhm. Mais parfois, je comprends. Faut répondre. Faut Ouais. répondre, faut être dur, faut être un peu méchant. Comme Et disent les Américains, stand up for yourself. Hein. c'est ça, stand up for yourself. Ou alors, on ne gagne pas en étant une équipe de gentils. Ça ne C'est marche vrai. pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Jokic a beau avoir parfois le sourire, c'est un méchant.
C'est un méchant. Oh oui. Il est là pour faire du mal. Yanis est méchant, Brook Lopez est méchant, LeBron est méchant actuellement. Ils sont tous. C'est Voilà. le vice du grand joueur. C'est normal. Curry est très méchant, on s'en rend pas compte, mais voilà. Il est très méchant. Jordan est un monstre. Voilà. Kobe est méchant, Shaq est méchant. Voilà. Tout le monde est méchant, faut pas chercher. Bill Russell, paix à son âme, était aussi très méchant sur le terrain. Tout le monde est méchant. Voilà. C'est dur hein, le sport. Voilà. Le sport, hein, encore si vous êtes gentil, vous n'êtes pas obligé de trash talk. Hein. Non. Un méchant, enfin pour gagner, il faut avoir envie de gagner. C'est l'envie de gagner parfois qui passe. Pas dans le sens où faut pas non plus faire des conneries comme moi j'ai fait. Hein. C'est pas. Oui, non. Mais faut être méchant. Un peu de nasty, un peu de vice, voilà, ça fait jamais un peu de de mal. vice, voilà, ça fait jamais de mal. Stockton, il a beau avoir une tête de comptable, il mettait bien le coude. Pourquoi je ne le ferais pas? Voilà, c'est ça le truc. Hein. C'est vrai. Non mais oui, et puis c'est souvent ce qu'on dit, si vous qui nous écoutez êtes jeune et êtes encore dans les catégories jeunes, vous verrez le premier truc qu'on va vous dire le jour où vous arriverez avec les adultes, c'est première année, tu vas apprendre le vice, et rien que le vice. C'est ça. Voilà. C'est ça, et si vous montez de catégorie pour la première fois, vous montez pour une de catégorie, bah, c'est des minimes ou je sais plus le nom. Et bah vous verrez que les plus âgés ils vont vous voir et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de vous sortir de votre match. Et ouais. Il faut pas tomber dans le piège. Pas tomber dans le piège parce qu'ils vont faire des coups de vis et si vous répondez pas, bah vous allez vous faire un peu écraser. Et puis, bah faut répondre, faut montrer que non, je ne me ferai pas écraser. Pas ici, pas maintenant, pas après tout ce que j'ai fait. Je ne me ferai pas écraser. C'est très bien dit. Du coup, j'allais te poser une question, mais j'imagine que c'est pas tes coups de vis, ton go-to move ou ton action préférée à réaliser au basket. Non, c'est pas mon go-to move. C'est quoi ton go-to move alors? Moi, mon go-to move, c'est mon go-to move, mais c'est un go-to move très très nul. Hein, mais c'est pas c'est un go-to move que j'avoue, là c'est le moment où je peux le faire. C'est le moment où je peux critiquer. C'est le moment où je peux dire que j'ai copié un grand joueur sur une action. Hein. Il a fait ça une fois dans un highlight. En gros, j'aime bien les passes, vous savez, genre les passes un peu fantasques. Et donc du coup, je me suis dit, je sais pas si t'as le highlight en tête, mais en fait, il y a une passe où Larry Bird pénètre dans la raquette. Oui. Et en gros, il donne un coup vers le haut de sa balle, et puis il donne un coup vers la droite, tout de suite d'un coup. Oui. D'accord. Donc c'est une passe de côté en deux temps. Double touch pass. C'est ça, double touch pass. Et bah c'est mon go-to move. Voilà, c'est mon go-to move. Incroyable. Voilà. Hein. Bon, ça a été tenté très rarement en match parce que je prends pas beaucoup de risques, mais parfois, petite passe. Et le pire c'est que quand le mec la reçoit, bah, il dit ah bah il faut que je le mette là parce que là du coup c'est beau. C'est joli, il faut le mettre. Donc c'est mon go-to move. L'insigne passe spectaculaire surtout qu'elle s'active et, absolument, et le joueur qui la reçoit a un bonus de réussite au tir. Voilà, ça active mon takeover aussi parce que ça fait des boosts. Voilà, tous les trucs, c'est craquage mental. Ça marche. Ok, c'est très stylé comme go-to move. Putain. Il y en a c'est les step back à 3 points, moi c'est les double touch pass, mais bon pourquoi pas. Bah, mais c'est très dur à maîtriser donc bravo. C'est ça. Bravo. On va finir tranquillement cette première mi-temps. On est fin du deuxième quart-temps. On va aller sur les trucs un peu plus chiants, un peu plus négatifs, on va dire. Déjà, te demander, qu'est-ce qui t'insupporte le plus dans le jeu, au basket? Ce qui m'insupporte le plus dans le jeu, ça c'est une question qui me... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'insupportent. Enfin, qui peuvent m'insupporter, mais en général. Moi, c'est les mecs qui forcent sur ce qu'ils ne savent pas faire. Mais c'est vraiment un truc qui m'énerve beaucoup. Je vois. Même si j'aime beaucoup Westbrook, encore une fois. Attention, non, j'ai rien à dire. En gros... Vous connaissez, tout le monde connaît les joueurs ou les joueuses en club qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, ce qui est factuel. Hein, donc voilà. Non, tu n'es pas Kobe Bryant. Non, tu n'es pas LeBron James ou Stephen Curry. Donc quand tu es en match, tu ne tires pas du milieu de terrain. Non. Tu peux prendre à 3 points en transition parce que tu es ouvert. Tu peux le faire, parce que là, t'es tout seul ou t'es toute seule, c'est un bon tir, prends-le. Mais les mecs ou les meufs qui tirent du milieu de terrain pour l'ego, c'est non. Ça m'énerve. Ça, là, c'est... Voilà. Ou alors, ça force quelqu'un qui ne veut pas, qui veut marquer, je comprends, vous marquez, mais à un moment, on est bloqué. Voilà, à un moment, je vais au poste, je veux faire 1m65, le gars en face fait 1m87, ça va pas marcher. Je vais pas tenter mon fadeaway à mi-distance. Déjà que le fadeaway est un geste très compliqué, que très peu de personnes arrivent à maîtriser à la perfection, et ces gens-là en général ont un footwork exceptionnel. Quand tu as 14-15 ans, tu n'as pas ce footwork.
tu ne l'as pas encore travaillé. Donc arrête. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est la fin. C'est très bien dit. Les gens qui forcent sur ce qu'ils ne savent pas faire. C'est tout. Voilà. Vous avez forcément, dans votre casque là, quelqu'un qui vous est venu en tête. Un ami à vous, un teammate, vous avez forcément quelqu'un parce que j'en ai eu 7-8, j'ai revu toute ma carrière. Mais c'est ça. Et j'ai été ce mec aussi. Voilà, faut assumer aussi quand faut assumer, voilà, on assume. Faut assumer. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'insupporte le plus. Ça marche. Voilà. Autant le vice, je comprends, mais ça, je comprends pas. Je comprendrai jamais. En fait. faut leur dire, faut arrêter. Arrêtez, vous ruinez l'expérience des gens. Têtu comme une mule, comme on dit. Ça t'insupporte, mais j'imagine que ça te dégoûte pas non plus du basket, et ça va glisser sur ma question. Est-ce que t'as un moment où t'as pu être dégoûté du basket, et si oui, est-ce que ça a impacté ta passion pour le jeu? Non, pas vraiment. Okay. J'ai rarement été dégoûté d'un sport parce que finalement je passe très vite à autre chose. Je supporte les Kings, je passe très vite à autre chose. Oui, finalement. Ça va de pair avec. Okay. J'avoue que j'aurais pas aimé que les Warriors fassent un sweep-it, mais bon, ça dépasse le cadre. Mais en fait, il n'y a pas eu de dégoût. Il n'y a pas eu vraiment de dégoût parce qu'en fait, finalement, j'ai rarement été dans des situations où j'allais être dégoûté, quoi. Oui, parfois j'ai été dégoûté parce qu'en face le gars était trop fort et en plus il était insolent en étant trop fort. Oui, mais bon, c'est normal, ça arrive. Ça fait partie du jeu. Les mecs très forts ou les meufs très fortes sont forcément le montrent, qui sont très forts et au-dessus des autres. Donc ça m'a pas dégoûté parce que voilà, faut passer à autre chose. Donc non, pas vraiment de moment de dégoût. Tant mieux, hein. Ouais, franchement, ça pourrait arriver un jour. Je sais pas, tout est possible. Mais j'ai rarement eu un sentiment négatif vis-à-vis du basket en lui-même. À un moment, tant mieux. Peut-être vis-à-vis de personnes qui le jouaient ou de moments qui se sont passés, mais jamais de moments où je dis ah non, le basket, c'est bon, j'arrête. Ok. Franchement, tant mieux. On préfère entendre ça que l'inverse, j'ai envie de dire. Que si on aime ce sport, on va voir que le plus de gens s'épanouir dedans. On vient de finir la première mi-temps, ça y est, l'arbitre a sifflé, on va pouvoir aller prendre notre Gatorade et faire nos petits étirements, écouter le coach, et attaquer cette deuxième mi-temps où on va se concentrer sur ton basket en tant que consommatrice. Même question, mais alors du coup tu as déjà répondu en intro quand je te demandais à quel moment le basket est rentré dans ta vie. Visiblement, il est rentré au moment où tu as commencé à le consommer. Dis-moi si je me trompe. C'est ça. Ouais. Voilà. Mais du coup, quel est le support? Est-ce que c'est un highlight? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que tu t'es posé devant un match? Ça a été beaucoup les highlights et les réseaux sociaux. Ok. Et les vidéos des personnes qui en parlaient. D'accord, donc tu rentres par le contenu autour du match. Le contenu autour des matchs, parce que je n'avais pas Beansport, je l'ai très rarement, j'avais par période, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait les grands événements sportifs, donc parfois mon père prenait Beansport, donc potentiellement je pouvais le voir, mais c'était la toute fin. Donc les finales NBA, à la limite, ouais, mais j'ai pas le temps. Oui, donc les résumés sur internet des matchs, les personnes qui en parlent, les highlights qui passent, parce qu'on va tous passer, on a tous vu passer. Curry, on a tous vu. Même un an après, je le voyais encore tout le temps. Mais Steph, hier, dit merci à Steph tous les jours, je pense. C'est ça, voilà, tous les jours. Et donc du coup, c'est par ce média-là, c'est les réseaux sociaux. Les matchs, j'essaie de les regarder en direct quand je peux, quand ça me détruit pas le sommeil, parce que voilà. C'est tard. Regarder les Kings à 4h30, bon. Ah oui, en plus les Kings. 4h30 quand ils jouent à domicile, ce qui sont les meilleurs matchs quand on joue à domicile, c'est génial. J'adore quand on joue à domicile. Le problème, c'est que voilà. Donc les matchs, vous inquiétez pas que les matchs contre New York, les matchs contre Philadelphie, les matchs contre ces équipes là qui sont très proches, quand elles sont à des heures plus raisonnables, donc 1h du matin, tout ça, là je les regarde. Ah oui, parce que j'allais dire, toi quand il y a un Kings de Milwaukee et que comme il y a 2 joueurs européens, ils le foutent à européenne, tu dois être heureuse. C'est ça. Absolument, j'adore. Bon, moins pour les tirs au buzzer de Damian Lillard, mais... Pardon, je ne voulais pas... Non, mais c'est pas grave, ça rentre dans la blague, c'est marrant pour ça. Je ne voulais pas enlever ce pansement. Non, mais et donc, du coup, oui, bien sûr, moi, les matchs européennes, j'adore, c'est toujours génial, je les regarde tous. Mais j'avoue que les petits matchs à 4h30... Ouais, complexe. À part pour les matchs vraiment super importants, genre Kings Lakers, genre Kings Spurs, par exemple, ce genre de match.
même parce que Wembanyama, j'ai envie de le voir jouer tout simplement. Mhm. Oui, là je les regarde, j'essaie de les regarder en direct, sinon j'essaie de pas me spoil. C'est-à-dire qu'en gros je regarde le résumé le matin sur mon téléphone et puis hop, on passe à autre chose. Mais j'essaie de les regarder parce que j'ai fait une énorme saison régulière entre guillemets pour moi de spectatrice. J'ai fait une saison régulière de zinzin, une belle saison régulière et ça m'a bien épuisé. C'est-à-dire qu'en fait, forcément. suivre la cadence, parce qu'en plus, à la limite, si j'étais fan des Knicks, ça serait peut-être plus simple. Ok, au maximum, je serais couché peut-être à 2h si j'ai regardé pour les matchs à domicile. Pour le match à domicile, du coup, je mets un réveil à, disons, 3h45, et puis je rate à 4h30, puis on va espérer qu'il y ait un blowout pour qu'à 5h, pour qu'à 5h15, puisse me rendormir, me réveiller 45 minutes après. Je vois, ouais. C'est vrai que c'est dur. Donc, du coup, c'est le train de vie, c'est la NBA, faut l'assumer, hein. Faut l'assumer quand on le fait, donc voilà. C'est pas le sport le plus simple à suivre, on est d'accord. C'est ça. C'était plus simple, c'était en Europe, mais bon, c'est pas le cas, on s'adapte. On file Euroleague pour ça. C'est ça. Du coup, tiens, pour que les gens aient une idée un petit peu, sur une échelle de 1 à 5, où est-ce que tu te situes en termes de consommation? Alors j'englobe la consommation du coup de matchs en direct ou en replay, et la consommation de contenu tiers lié à la NBA ou au basket en général. Franchement, 4. 4 voire 5. Hein. Allez, décris-nous tout ça. En fait, sur une journée type. Sur une journée type, je passe ma vie dessus. Alors pour faire simple, pour faire simple, en fait, je passe ma vie parce qu'en fait, bon, globalement, je passe une partie de ma journée à faire autre chose, hein, j'ai cours. Mais globalement, j'ouvre Twitter, c'est du basket. J'ouvre YouTube, c'est du basket. J'ouvre mon téléphone, c'est du basket. On voit pas, mais moi, mon fond d'écran, c'est Jason Williams. Hein. Donc tous les jours. Basket. Donc alors j'y pense beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai chez moi, à côté de moi là, j'ai une serviette qui m'a été donnée par un compte Twitter des Kings, fan des Kings, qui appartient au playoff 2023. Ah ouais. Donc que j'ai gagné parce que j'ai pronostiqué un match avec de la belle charlatanerie. Mais c'est ça, c'est vraiment juste comme ça. Donc je vis basket tous les jours. J'ai un Nicolas Batum proche de chez moi, proche de chez moi dans ma chambre. Donc j'y pense tous les jours, au moins 1, 2, 3 fois. Et puis bon, après il y a une petite pause pendant l'été. L'été j'en parle et j'en regarde moins. Mais sauf quand c'est les JO. Mais également tous les jours. Là la NBA va reprendre dans peut-être une vingtaine de jours. C'est ça à peu près. 22 jours je crois exactement. 22 jours. Et donc là ça peut partir à fond. Ça va regarder un maximum de choses. Je vais regarder un maximum d'avis. Je consomme beaucoup les avis des gens sur Internet parce que, globalement, pas tout le monde peut se payer Beansport. Donc j'étais très content quand ils ont commencé à mettre leur NBA Extra sur YouTube. Donc c'est bien pour avoir leurs analyses et tout. Donc je consomme ça. J'essaie de consommer aussi un peu les podcasts américains. Je vous avoue que les Américains parlent beaucoup vite, très mauvaise phrase. Ils parlent très vite. Donc du coup, un peu complexe. J'essaie de suivre un peu ceux qui suivent aux États-Unis, malgré qu'ils ils sont pas vraiment dans l'analyse, hein, mais parfois c'est plus c'est qu'ils vont tout de suite faire des punchlines, de la punchline du React, des podcasts, les podcasts de Gilbert Arenas. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Les podcasts avec Shaq, je n'ai pas envie d'en parler non plus. Donc voilà. Donc j'essaie d'en consommer un maximum. Voilà, essayer d'être au courant de tout. Alors, j'ai activé une notification sur Shams Charania. Avant, j'avais Vosges, j'avais une notification de Vosges, j'avais une notification de Zaclo aussi. Donc, j'essaie de t'essayes d'être au courant. J'ai toujours update. J'ai les updates. Voilà. Et parfois, arrive aussi un jour où on dit je vais me coucher à 23h et quand je me réveille, un Julius Randle à Timberwolves. Bon, d'accord. Oui, bon, ça, c'est vraiment pas prévu, mais ça arrive. Le fan des Knicks que je suis est très heureux. Voilà. Ouais, peut-être on verra si ça valait le coup. Mais bon, je précise aussi parce que c'est vrai que tu as dit que la NBA reprenait dans 20 jours. Pour ceux qui écoutent ce podcast, c'est certainement sorti fin novembre, début décembre. On enregistre ça fin septembre. Paniquez pas. Fais ça, pas de panique. On n'est pas, dans une réalité alternée. À l'heure où vous écoutez ces mots, évidemment, les Kings sont en 15-0. Voilà, tout va bien. Actuellement, nous sommes début décembre. Les Kings sont premiers de la conférence Ouest. Ils n'ont toujours pas perdu un match. C'est ça, tout va bien. Road to the title. Bon. DeRozan toujours à 30 points par match. Voilà, DeRozan, course MVP. Tout va bien. Keegan Murray, MIP. Et
Domantas Sabonis est devenu Rudy Gobert Prime. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'adore, ça me fait une transition parfaite. Vous l'avez compris, ton équipe favorite, c'est les Kings. Absolument. Ton joueur favori, du coup? Mon joueur favori all-time ou aux Kings? All-time, actuellement, ce que tu veux. Parce que dans les deux cas, la réponse est la même. Ah. C'est De'Aaron Fox? Non. Mon joueur préféré all-time, de manière très étrange, je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais c'est un amour qui est venu très tôt, très vite, c'est DeMar DeRozan. Et donc quand il a signé aux Kings, j'étais comme une folle. Waouh, craquage. C'était génial. Le moment où j'ai un beau joueur DeRozan. Hein. En fait, c'est parce que j'ai beaucoup d'affection pour la nuit des années 90 et 2000. Donc le jeu de mi-terrain, les fadeaway, le jeu au poste. You know how to talk to me. Ouais. C'est vraiment... un mec qui porte des Kobe 6. C'est ça. DeMar DeRozan est le genre de joueur que j'adore regarder, que je pourrais regarder des compilations de mi-distance pendant des heures. Autant il est trop beau avoir joué DeRozan. Autant le DeRozan jeune qui met des gros tomards, j'adore. Je regardais aussi. Hein. Mais les DeRozan footwork, j'adore. Et en plus, le joueur qu'il est devenu, parce que il a beaucoup évolué dans sa carrière, DeRozan, il est passé de jeunes bombardiers montés sur ressort à poster à sniper à mi-distance à espèce de point forward ailier aux Spurs, puis un espèce de mix étrange de tout ça au tout début aux Bulls. Moi j'adore. Et donc quand tu vois qu'il est aux Kings, je dis mais c'est tellement Kings ce genre de joueur. C'est vraiment Mitch Richmond un peu plus moderne, tu vois. Ouais, mais le spacing de votre équipe me pose quand même des questions. Oui, bien sûr. J'ai parlé de ça avec quelqu'un, ça nous fait rire. Voilà, on rigole du spacing. Mais bon, allez. Si tu kiffes DeRozan, oui, tu es très contente. Voilà, j'adore. Bon, après, évidemment, j'aimerais qu'il tire à 40% à 3 points. Il tire à 36. Bon, c'est pas loin. C'est pas loin. Et suffisamment entendu, il en prend que 2 par match. Il en met la moitié. Bon, et voilà. C'est ça. Et tout de suite, NBA. Et tout de suite, ça va. Voilà, tout de suite ça va mieux. Bon, après, c'est des rotations, c'est un jeu de rotation, c'est Mike Brown de nous faire mentir, mais moi, c'est DeRozan mon joueur préféré, c'est un de mes joueurs préférés. Parce que dans mon choix, il y a quand même beaucoup de Kings. Hein. Il y a Chris Webber. Vas-y, fais-le nous. Il y a Chris Webber dans mon Rushmore. J'aime beaucoup les postes 4. Poste 4 un peu. J'aurais pu limite mettre Rachid dans les postes 4, mais plus Chris Webber quand même. Ça marche. Qui dans mon Rushmore? Donc Dibo du coup, DeRozan forcément. Ouais, Dibo. Okay. Je parlais de Westbrook plus tôt, mais j'avoue que j'ai Westbrook, mais j'ai aussi beaucoup de Rod Strickland, j'aime beaucoup Mahmoud Abdul-Raouf, j'aime beaucoup aussi. C'est des trucs que je regarde, je me dis bon, j'aime aussi beaucoup Magic Johnson, alors même si c'est un Lakers, attention, c'est pas un truc, je l'ai déjà dit dans un post il y a très longtemps que j'adorais. Peu importe, les joueurs des Lakers, c'est pas forcément négatif, hein. Je suis pas négatif sur les joueurs des Lakers, mais c'est la rivalité, il y a rivalité, mais ça m'empêche pas de kiffer regarder Magic Johnson. Je vois. J'aime beaucoup LeBron. En fait, je sais pas, il y a tellement de mecs que je pourrais dire, je les adore. J'adore. Surtout Weber et DeRozan, et puis le reste, ils sont à égalité tous un peu sur une même ligne. C'est ça, les gros joueurs, peut-être même le LeBron un peu début Lakers, là un peu Magic, j'aime beaucoup aussi. Mais j'ai un grande affection pour les grands qui font des trucs techniques. J'adore. Jokic, c'est pour ça que j'adore Jokic, hein. J'adore aussi Jokic, j'adore aussi. Jokic, j'adore regarder jouer. Fantastique. Même Yanis, je me mets de plus en plus à l'aimer regarder jouer alors que c'est beaucoup plus brut. Moi, Yanis, je suis conducteur du bus depuis une contre-attaque en année 2 avec Milwaukee. Hein. Ouais, je comprends, je vois très bien quelle contre-attaque c'est. Oui, tout le monde l'a vu au Madison Square Garden. Voilà, je regardais mes Knicks se faire poutrer. Et... Ça arrive. Alors non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle où il passe par-dessus Tim Hardaway. C'est vraiment jeune Yanis, ancien maillot de Milwaukee, vert et rouge, moche. Et c'est un match contre les Knicks. Je regardais ce match parce que voilà, fan des Knicks. Et il contre. Et derrière, il fait coast to coast, il va Tomar. Je dis, mais c'est l'avenir de la ligue. C'est qui ce mec? Ouais, moi j'aime beaucoup. On parle jamais. Yanis, il est en 30-12-6. Everything is fine. Tout est normal. Tout est normal chez Yanis. Mais voilà, j'adore aussi Yanis. Voilà. Il y a peu de joueurs que j'aime pas. Je pense même pas qu'il y en ait vraiment. Parce que même il y en a que j'aime pas beaucoup. Et pourtant, j'arrive à leur trouver une certaine forme d'admiration. Genre Embiid, son jeu au poste, je l'adore. Même si j'aime pas trop Embiid. Enfin, je l'ai pas jamais vraiment aimé en fait. Je trouve qu'il parle un peu trop pour rien. Mais ça, c'est un autre avis. Mais du coup, il y a plein de joueurs que j'adore. De'Aaron Fox, j'en parle même pas. Hein, il nous a remis sur la carte limite. Tyrese Haliburton, j'adore aussi Tyrese Haliburton. Même s'il est parti, j'adore aussi. J'adore Sabonis. Malik Monk, j'aime beaucoup.
Bah, ça veut dire roi en arabe, hein. Tout est normal. Ah ouais? Tout est lié, ouais, je savais pas ça. Malik, ça veut dire roi, donc tout est réel. Tout est lié. Tout est lié, absolument tout. Ça La vie est marche. forte. Encore une fois, le storytelling. Mais voilà, je sais pas, Mike Bibi, Cérébral, j'adore. Stockton, j'adore. Même s'il dit des bêtises, mais j'adore. Je sais pas, il y a plein de mecs. Hein, je pourrais en sortir des dizaines, et même des joueurs très 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 vieux. Oscar Robertson, j'ai vu des petits trucs, des petites bouts de match. Qui est ce gars? Qui est ce gars? Qui est ce monstre? Qui est ce gars qui fait des rebonds en faisant un grand écart en sautant? Personne ne comprend. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est fou. Je vois. Le monstre Mont Rochemort est en réalité le Colorado, avec que des têtes. Que des têtes. Partout. Oui, le Grand Canyon, que des têtes. Voilà, partout. Partout, il y en a plein. C'est ça. Ça roule. Ça glisse un peu, mais je pense que tu y as déjà un peu répondu. Ma prochaine question, c'était est-ce que tu es plutôt une spectatrice objective ou une grosse clubiste? Ah non, moi je suis dans l'objectif. Toi, t'es dans l'objectif. Bon, on l'a compris. Hein. J'essaie de rester objective parce que, en fait, si je ne suis pas objective. Mais en fait, déjà, parce que pour moi, si on n'est pas objectif, bah, on n'y a pas de débat. L'intérêt du sport, c'est de pouvoir en débattre. Si je suis dans le clubisme, j'arrête. Ça m'énerve. Oui, alors, t'as le droit d'avoir des sujets sur lesquels t'es clubiste. Oui, bien sûr. Pour moi, la meilleure franchise de Californie est à Sacramento. Voilà. Calmement. Mais au fond, je suis jamais non plus à 100% dans le clubisme. Aujourd'hui, à la majorité des débats, je suis ouvert à ce qu'on me dise non. C'est pas un problème. T'es capable d'avoir un débat autour des Kings constructifs sans te faire... Bien sûr. Là, on a parlé récemment, là, avec quelques minutes, même pas du spacing. Le spacing. Oui, c'est vrai. Le spacing. Vrai, je t'ai taclé sur le spacing. J'en ai conscience du spacing. Je sais très bien que ça va être compliqué de trouver les ajustements pour le spacing et ça va être un rôle. Mais j'ai pas non plus commencé à vous faire croire que DeRozan va tourner à 45% à 3 points. Pareil pour Sabonis et pareil pour De'Aaron Fox. C'est pas vrai. Mais je sais très bien qu'il y en a sur les réseaux sociaux qui adorent et qui ne peuvent pas être vexés. Et le problème, c'est que quand des membres de leur communauté commencent à eux débattre, je sais qu'il y en a qui kiffent pas trop parce qu'en fait, pour eux, on s'attaque à une partie d'eux-mêmes et je comprends. Donc le clubisme, joueurisme, tous ces trucs-là. Tu gardes une distance quand même avec tout ça. J'essaie d'éviter. D'éviter parce que parfois c'est le cas. On m'a vu sur DeRozan, j'adore. Oui, mais DeRozan, tel que je vous le présente, c'est Michael Jordan en fait. Voilà, c'est un profil. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas Michael Jordan. Sinon, on le saurait. Oui, sinon il aurait déjà 6 bagues. Oui, c'est ça. Avec les Bulls. Non, avec Toronto. Parce qu'il serait pas champion de Toronto. Exactement. Il n'a pas joué de franchise. Et là, le débat du GOAT, il est différent. Mais ça, c'est vrai. Mais c'est vraiment... Pareil, le débat LeBron Jordan, j'adore ce débat, je le trouve trop bien. J'adore ce débat. Mais moi, j'ai une réponse à ce débat. C'est pas pour autant que la réponse B, je ne peux pas l'accepter. Je peux l'accepter. Pour moi, c'est normal, je peux l'accepter. Non, mais je suis totalement d'accord. Hein. Typiquement, moi, le débat du GOAT, je suis un peu clubiste dessus, enfin, je suis un peu joueuriste dessus. Mais bon, faut écouter les arguments de tout le monde, effectivement. Bon, moi, je trouve que c'est un débat qui est très personnel. Moi, j'ai une raison très personnelle qui fait que je place un numéro 23 au-dessus d'un autre. T'as fait exprès de choisir le 23. C'est ça. Voilà. Bon, parfois, il dérive, il porte qu'un seul chiffre. Mais faut pas le dire, On est d'accord. Mais c'est pour une raison très personnelle que je le préfère à l'autre, mais c'est pas pour autant que je me dis pas que l'autre numéro 23, c'est pas un joueur exceptionnel, c'est pas un joueur que je pourrais pas regarder jouer, c'est pas un joueur que je déteste. Mais il y en a, c'est le cas. Moi, je sais très bien, j'ai beaucoup de mal avec Kobe Bryant pour un certain coup de coude en 2002, mais pour autant, je reconnais que Kobe Bryant est un très grand joueur. Mais apparemment, chez certains, dire que ce monsieur Odou numéro 24 n'a fait que, entre guillemets, un parfait dans sa carrière, ne pas dire ça, pour eux, c'est négatif. Mais justement, il y a forcément des points négatifs dans toutes les carrières. Je vais vous donner un exemple très simple. LeBron a perdu en finale très souvent. D'accord ? Oui, trop souvent. Et jusqu'aux années 90, jusqu'à 1990, Michael Jordan est un gros choker. Il choque. C'est vrai. Donc, il y a toujours des points à redire. Regardez Yanis, on a parlé de Yanis, il est exceptionnel Yanis, on est d'accord, son titre est exceptionnel. Il a gagné une seule série depuis 2021. Voilà, il a gagné une seule série. Non mais c'est chaud.
On va mais commencer. clairement, Il on y a est toujours des d'accord. pros négatifs partout. Moi, par exemple, cette année, les Kings, regardez, on n'a pas fait les playoffs. Je suis dégoûté, j'ai le seum. Mais C'est vrai que vous attends, faites pas les on a fait, playoffs. on a fait 46 victoires. Oui. En 2019, Ah 2018, bah. j'aurais vendu mon âme pour 46 victoires. Donc on est dans l'objectif. Il y a même un gars, Flo, de chez Sacto Kings France, qui a dit la phrase parfaite. Si de toutes les années dans la suite, pendant tout le reste de ma vie, les Kings font 42 victoires, je préfère ça que revivre 17 ans de disette. Parce qu'en fait, Ouais, je finalement, t'es comprends. dégoûté. Mais Ouais. ça arrive, il y a toujours des trucs à redire. Il y a toujours des trucs à redire, on pourra toujours redire Oui. plein de choses. Mais, pas oublier. D'accord? Si vous n'êtes pas objectif, en fait, ça donne pas envie de débattre avec vous. C'est Et ça. débattez entre vous, débattez avec vous-même. Si vous voulez dire à vous-même, ah oui, j'ai raison. Oh oui, non, Willis Reed meilleur que Pat Ewing. Bon, je suis pas forcément d'accord avec ce débat. Mais Mais si voilà. vous êtes campé sur ce débat et dire ouais, que Willis Reed, bah, il n'y a pas intérêt à débattre en fait. Restez chez vous et écrivez des livres. Je sais pas, faites quelque chose. Écrivez des livres sur Willis Reed. C'est ça, j'adore Willis Reed, hein. Attention, pas de Oui, non, moi critique aussi, sur le mais- capitaine. Attention, on Oui. respecte le capitaine ici. Bien sûr. Mais c'est l'idée. Non, mais c'est l'idée. on a compris l'idée. On va glisser un peu. Tiens, tout à l'heure, on parlait de support de consommation. Donc, tu disais que tu regardais des matchs quand tu pouvais. C'est quoi tes autres supports de consommation favoris? Tu parlais de. Tu suivais des créateurs, etc. Moi, j'inclus aussi Touquet dedans, parce que pour moi, c'est un support de consommation du basket. Je suis d'accord. Le match de ton coin marche aussi. Hein. Je vais au club de Saint-Jean-Point-de-Vie parce que j'aime bien l'équipe. Ça marche aussi. Voilà, je regarde, j'essaie de regarder un peu les gens qui jouent dans la rue. Ça me plaît bien de les regarder jouer, même s'ils jouent pas Le avec moi. playground, là? Ouais, il y a un playground, entre guillemets, proche de là où j'habite. Je prends un peu le train pour y aller, mais il y a un petit playground. Et en fait, il y a des mecs, ils arrivent, ils jouent super bien, des filles aussi, elles jouent super bien. Puis c'est bien, c'est sympa à regarder, puis même analyser aussi. Parce qu'en fait, on se rend compte que malgré le fait que eux ne le disent pas, mais dans la tête, ils ont des systèmes. Ouais. Ça, je m'en suis rendu compte. C'est qu'en gros, ils ont beau pas le dire, ils font des systèmes. Et ça, c'est beau. C'est beau, quelque part. C'est magnifique. Bien, dans le playground, on trouve de la tactique. C'est fou. Mais oui. Mais c'est ce qu'on appelle, pour un joueur, c'est ce qu'on appelle cette tendency. Hein. T'as tendance à faire tel type d'action ou quoi que ce soit, tu recherches toujours une situation que tu connais. Et vous regarderez, il y a même des gens qui sont très forts et qui arrivent à se dire en playground, je vais attaquer sur sa main gauche parce que, enfin, je vais pousser sur sa main gauche parce que ça se voit qu'il est droitier quand il joue. Ouais. Et il y a des gens qui quand ont clairement conscience et même inconsciemment sans le penser, ils le font. Attaquer sur un mec un peu plus blessé, un mec un peu moins mobile, ils le font. C'est des bases et tout. Et j'adore le coup. Même ça se consomme. Tout peut se consommer. Moi, Touquet, je ponce Touquet. J'ai déjà poussé beaucoup Touquet. Voilà, j'avoue. Voilà, moi, je joue beaucoup en Play Now pour ceux qui voient. Ok. Voilà, c'est un mode de jeu. Et en My NBA parce que je suis. Ah, voilà. Là, on parle. My NBA, bonsoir. Voilà, là, cette horreur de ma carrière. Ouais, j'ai essayé une semaine et j'ai arrêté. Parce que je mets pas d'argent dans le jeu, c'est comme ça. Hein. Voilà. Zéro argent. Et parce que voilà, je mets pas d'argent. Et donc je me fais kiffer tout seul. Et donc c'est comme ça. Hein, mais non, moi je quasiment tous les moyens. Les résumés sur l'équipe, parfois ils font des résumés de NBA, des très légers, mais je les rate quand même. Les matchs qui parfois passent à la télé quand il y en a, je les regarde. Hein, j'essaie de les regarder. Là, c'est la période, tu consommes les 30 prévus en 30 jours de trash talk, j'imagine? Bah, j'essaie de consommer un maximum de trucs. Moi, les 30 jours de trash talk, je les regarde. Hein. Je les regarde quand j'ai le temps, je les écoute. qu'en fait, les Kings sont toujours pas sortis, attention. Attention, on est le 22 octobre, ils ne sont pas sortis. Ils jouent le titre. Bon, bref. Moi, je les consomme aussi, mais c'est pas. Voilà. Je consomme aussi avec les gens avec qui je parle sur Twitter parce qu'on a un petit groupe où on parle beaucoup. Voilà, on en parle aussi. Pluriplateforme. Voilà, en pluriplateforme, c'est de comprendre. Même sur Twitch, il y a des gens qui font ça sur Twitch. Je les regarde. Ok. Chouette. Bon, parfois, je suis pas d'accord avec tout le monde, hein, c'est comme ça, mais. Bien évidemment. Mais bon, je consomme, j'ai les avis. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de personnes à qui en parler dans la vie réelle, comme on dit, parce que voilà, c'est comme ça. Hein. Mais je consomme parce que faut consommer. Ça marche. Tu nous en as parlé un peu là quand on a évoqué le fait que t'aimais bien regarder des gens des fois dans la rue jouer. Ce que tu recherches quand tu consommes du basket, du coup, c'est justement ce détail, ces systèmes où tu cherches du spectacle, je sais pas. Ah, moi, psychologique, dis-moi tout. Je cherche du système, je cherche du détail. Ouais. J'adore ça. Okay.
Mais voilà, le spectacle, c'est quelque chose que j'adore aussi. Je vais pas non plus mentir. Hein. Quand quelqu'un met un gros 3 points, j'adore tout. Ouais. Parce que je trouve que parfois l'action spectaculaire est anti-système dans le sens où parfois elle casse le système, mais elle le fait, il réussit, il a raison de le réussir parce qu'il casse son système pour marquer, donc il a raison quand il fait un bon choix. Même et quand il fait un mauvais choix, il a tort, hein, pas dû. Mais le petit détail, les petits trucs, les systèmes, c'est simple, c'est quelque chose, c'est un petit truc. Le coach, il a un rôle prépondérant dans la réussite d'une équipe. Hein, en vrai, un mauvais coach avec une bonne équipe, l'équipe va galérer. Oui. Coucou à Billy Donovan au Thunder à l'époque. Voilà, coucou à Billy Donovan, même si parfois Billy Donovan a eu des bonnes idées. Hein, comme voilà, il m'a toujours gonflé. Les Spurs s'en souviennent. Hein, voilà, hein. Oui, c'est vrai. Non, Steven Adams et Enes Kanter dans la raquette contre Tim Duncan vieillissant, c'était compliqué pour les Spurs. Voilà. Mais voilà, regardez, exemple très simple. Hein. Mike Malone est un super coach de NBA aujourd'hui, tout le monde est d'accord, hein, personne ne va me dire. Ou le meilleur, certainement. Voire le meilleur, un des, voire le meilleur. Aux Kings, c'est dégueulasse, Mike Malone. Oui. Alors non, je suis pas d'accord. C'est dégueulasse dans le sens où l'équipe ne fait rien. Ah non, je suis pas. Il a aucune réussite, Mike Malone, je sais pas. Pour moi, alors putain, je vais défendre les Kings contre toi, mais moi j'étais très fan de DeMarcus Cousins. Oui, moi aussi. Énormément aimé ce joueur, et Mike Malone, on l'a pas laissé assez longtemps en place. C'était dégueulasse parce qu'il a eu 6 mois, et qu'est-ce que tu veux faire de bien en 6 mois quand tu pars d'un chantier comme ce qu'étaient les Kings à l'époque? Ouais, c'est vrai, il y a un petit côté ça, mais dans le sens où, entre guillemets, plus de mauvaise organisation. Oui, avec un bon coach. Mauvais coach au mauvais contexte. Voilà, mauvais contexte. Mauvais contexte avec un bon coach, ça rate. Bon contexte, clairement. Denver est super contexte. Là. Il a le temps, et on lui donne un peu les clés. Il peut faire ce qu'il veut. Nikola Jokic, champion NBA. Mais question et affirmation. On est d'accord que tu prends, tant que tu as un bon contexte, et ça marche pour un joueur ou pour un coach, tant que tu es dans le bon contexte, tu iras loin, parce que je prends un exemple pour moi, mais je n'ai jamais considéré Tyronn Lue comme un grand coach. Mais le bon contexte des Cavs 2016 fait que Tyronn Lue est capable de leur faire gagner le titre. Et pourtant, ou alors il y a ça quand il est jeune Tyronn Lue, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un plutôt bon coach. Aujourd'hui, c'est un coach respecté. Et ça, c'est quand même très fort. Et puis, mauvais contexte ou bon contexte, je donne un exemple très simple, ça que j'adore, et quelqu'un qui a dit ça a totalement raison. En gros, Frankie, on adore Franck. Nikia ? Ouais, on adore. Oh mon bébé. Et Franck, il a jamais eu un bon contexte. Ah oui, on est d'accord. Franck, tu le mets aux Warriors, peut-être que c'est Gary Payton 2. Et peut-être qu'il a le même impact que Gary Payton 2, cet impact de défenseur élite sur les lignes extérieures. J'ai même un truc à dire. Franck, à l'époque, tu le mets aux Cavs de LeBron quand Kyrie se barre, c'est le meneur titulaire sans aucun doute. Et il est incroyable aux côtés de LeBron. Bah après, voilà, peut-être qu'il se développe mieux à 3 points parce qu'il a plus d'espace. Mais c'est mauvais contexte, c'est important. Et puis le contexte, c'est super important pour les joueurs comme pour les coachs. Pareil, exemple simple, les débuts de Fizdale au Knicks avec Randle. Randle, il galère au Knicks au début avec Fizdale. Et quand il part, ça commence un peu à changer. C'est-à-dire qu'il recommence à redevenir un bon joueur. Il y a autre chose pour moi sur cette saison aussi de Randle. Là-dessus, je suis tatillon. Ouais, d'accord. Ouais, mais c'est ça l'idée. Pour moi, il y a le Covid. Mais oui, l'idée, elle est là. C'est l'idée là. Je suis d'accord. Donc, c'est ça, mauvais contexte, ça fait toujours du mal. Regardez, je prends un exemple, il y a plein d'exemples très terribles là. Les Bulls, c'est terrible les Bulls là. Ah oui. N'importe quoi. Les Pistons, le contexte. Les Portland Trail Blazers. Les Portland Trail Blazers, il n'y a pas de direction. Et pourtant, s'il y avait une direction plus claire, on verrait que dans l'équipe, il y a quand même des joueurs. Il y a quand même Jeremy Grant, il y a du Scoot Anderson qui n'est pas un si mauvais joueur, faut arrêter les bêtises. Ouais. J'ai un exemple aussi qui me vient, désolé de t'interrompre. Mais si Zion n'est pas dans le bon contexte des New Orleans Pelicans, il est en dehors de la ligue depuis 2 ans, pour moi, ce mec. Parce que les Pelicans le tiennent quand même, sortent la tête de l'eau, je trouve. Ouais, et le problème, c'est qu'il se blesse trop. C'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient peut-être craqué, qui l'auraient très vite tradé. C'est ça, les histoires l'année dernière avec la Pornstar quand il la met enceinte et tout. Ouais, t'as beaucoup d'équipes qui auraient dit mon grand, t'es blessé en dehors du basket, tu fais parler de toi, allez dégage. Hein. Ouais, c'est possible. Exemple un peu simple, même un peu moins l'année dernière, mais le Heat, c'est l'exemple du bon contexte. L'exemple du contexte, les joueurs entre guillemets des randoms qui sortent de partout. Beaucoup de monde ici, il kiffe. Spoelstra, il fait de la magie noire.
Ah bah il te prend toi et moi, il nous fait des All-Stars. Hein. C'est ça, il pourrait, hein, c'est fou. Ouais. Je me souviens, ces gens se souviennent des débuts de Bam Adebayo. Alors on voyait qu'il y avait un potentiel quand même pour son athlétique et tout. Personne dit que Bam Adebayo devient ce qu'il est aujourd'hui. Duncan Robinson, t'es qui? Kendrick Nunn. Kendrick Nunn, première saison. Qui es-tu? Kendrick Nunn, la preuve. Hein. Il est parti du 8, on l'a plus jamais revu le poteau. C'est ça, plus jamais revu. Il y a qui? Il y en a plein. Ouais. Les gens qui sont en perdition, ils arrivent au hit. Ice Smith actuellement. Ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Il y a qui aussi? Il y avait à Josh l'époque, Richardson. tu peux sortir Hassan Whiteside, hein, qui passe Whiteside. par chez vous avant par les Kings. Ah ouais, très mauvais souvenir celui-là. Hein. C'est ça, mais il arrive au hit, bon contexte. Bah, ça fonctionne bien. Attention. Je vais prendre 100 millions. Ouais, tiens, allez, 100 millions. Et je suis trade aux Blazers. Enfin, un Big Sweep. Oh putain, avec TJ McCollum et voilà. Et puis il y aura Nurkic sur le banc. Parce que c'est. Oh, l'équipe est très drôle. Quand on y repense, c'est très drôle, c'est excellent. Mais voilà, petit bon contexte. Le contexte. C'est important. Belle aparté, j'ai beaucoup aimé cet aparté. On va recentrer sur les dernières questions. Il nous en reste 3 et la question de l'invité. Non, il nous en reste 2, pardon, qu'est-ce que je raconte Quel regard portes-tu sur l'évolution de la culture basket actuellement? Et par culture basket, j'entends aussi bien les sneakers que le développement de la commu Twitter France. C'est très large. Honnêtement, je suis pas très dans les sneakers. Après, non, mais je veux dire, tu choisis ce que tu veux aborder, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'essaie d'être un peu global. Les sneakers, c'est pas un truc que je suis beaucoup. Je les regarde, parfois ça sort, je dis oh, c'est joli. Puis bon, voilà, je regarde. Et puis, pas un sneakerhead. Voilà, pas sneakerhead. Vraiment, autant je trouve parfois qu'elles sont très belles, hein, mais pas non plus en mode. Je n'en ferai pas des collections, mais il y en a qui font des collections de grand bien à leur face. Ce qu'ils veulent. Oui. La direction que prend la NBA, enfin la NBA dans le sens la commu, quoi. La commu. Après, tu peux me parler du basket en général, l'évolution par exemple de la WNBA, du basket féminin, moi, du basket européen. J'aime beaucoup la direction que prend le basket féminin. Ouais, je suis d'accord. Professionnalise de plus en plus. Entre guillemets, l'écart avec la WNBA, la WNBA est un peu moins grand. Le gouffre est immense, hein, mais le gouffre, entre guillemets, en fait, on est un peu dans les années 2000, fin 90. Entre quoi, 2000. La WNBA et le basket européen? Ouais, c'est ça. Européen. C'est ça. Donc l'écart est encore très grand, mais il y a du travail déjà. Ah, je trouve qu'il s'est bien resserré quand même. J'aime ta compa avec le début des années 2000. C'est ça. Donc en fait, ça se resserre, mais c'est encore du travail, mais c'est la bonne direction, c'est la bonne voie. Il y a de plus en plus d'Européennes qu'on voit jouer. La Belgique, c'est génial. La France, c'est génial ce qu'ils font. Les Allemandes sont géniales aussi. Les Serbes, les Espagnols. Super, voilà. Ça c'est très bonne direction. En ce qui concerne la NBA actuelle, la NBA en ligue masculine, j'ai à la fois beaucoup de choses qui me font kiffer. L'arrivée des joueurs qui arrivent, les Wembanyama qui arrivent, là, les très forts, les Cooper Flag, c'est très excitant tout ça. Donc en termes de joueurs, ça me fait plaisir. Mais je trouve que le problème, c'est qu'il y a un peu trop de joueurs réseaux sociaux. Dans le sens où les joueurs Nutella, qu'on dit c'est très beau. Des joueurs Nutella. Ouais, c'est très beau, c'est très joli, mais quand il s'agit de jouer au basket, finalement, Jordan Poole. Ah oui, je sais quand je crois que tu mettais une balle au rookie Jared McCain. Ouais, non, Jared McCain il me fait beaucoup rire, j'avoue. Jeremy Sohan, Jeremy Sohan est génial sur les réseaux sociaux. Ah oui, j'adore Sohan. Ceux qui suivent Jeremy Sohan, le gars, on lui a fait une compa avec Dennis Rodman, il a dit ok. Ouais, non, vraiment, il a assumé la compa. Il assume la compa, il fait les lancers francs comme lui. Magnifique. J'adore. Autant ça, j'adore. Mais par contre, c'est la commu réseaux sociaux, la commu des gens qui suivent. Ouais. Waouh, il y a de plus en plus de drama. Ouais. Ça me dérange. Bon, après, c'est qu'encore une fois, il y a tous les contextes autour. Hein. On va pas non plus en parler, les contextes autour. Et puis, il en faut pour tout le monde aussi. Il en faut pour tout le monde. Faut que chacun trouve son bonheur. Moi, je trouve mon bonheur dans les stats. Certains trouvent leur bonheur dans des highlights. Hein. Pas de problème, aucun problème avec ça. Mais il y a quand même, c'est vrai qu'on a parlé un peu plus tôt du clubisme et du joueurisme, il y a quand même beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que tu peux l'être un peu, mais ça, en fait, ça dépeint sur l'objectivité de certains. C'est-à-dire que ça, je m'en suis rendu compte, il y a des gens sur Twitter, ils envoient des tweets polémiques. C'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire du clic. Ouais, le tapin. C'est ça, dans du tapin, mais quand tu leur parles vraiment, quand tu veux leur parler, et ils peuvent te parler basket normalement, c'est juste qu'ils ne le font pas parce qu'ils savent que ça n'attire personne. Et ça me dérange un peu. Okay. Alors, moi, j'ai parlé un peu avec des mecs des réseaux sociaux qui sont très connus un peu. Ils peuvent être d'une gentillesse folle.
Ils peuvent être Ouais. très pertinents sur des sujets bien ciblés, mais ils vont faire du clic, ils veulent faire du clic. Ça arrive, c'est beaucoup l'influenceur, pardon. Ah bah oui, c'est Et Gilbert Arenas, il veut faire du clic. le chat qui veut faire du clic. Il veut faire du clic. L'exemple de ça, chez les gros, c'est Stephen A. Smith. Très clairement. Il Et, veut faire du clic. C'est Comment il s'appelle son pote Skip Bayless. Skip Bayless, il veut faire du clic. Oui. LeBron a un immeuble dans sa tête, il a Manhattan dans la tête. Ah de oui, LeBron. bah, il a un pays, oui, clairement. C'est En fait, ce qui te gêne un peu, c'est cette américanisation de la commu française. on va ouais, dire. elle s'américanise dans le mauvais sens du terme. Ça Non, qu'elle mais oui, pourrait bien sûr, s'améliorer dans le j'entends. sens de professionnalisme que parfois ont les Américains sur les réseaux sociaux. Ils en ont un petit peu, genre, ils ont Mhm. parfois des mecs qui font des super taf. Hein. Mais je trouve qu'on l'a aussi un peu en France Ah actuellement. ouais, il y en a qu'on on a fout, une mais- vraie professionnalisation de notre Mais contenu. en fait, on se professionnalise un peu à l'américaine, mais on récupère aussi tous les mauvais côtés. C'est-à-dire les gens qui veulent faire du clic, les gens qui ne sont là que pour insulter. Ça, il y en a qui sont vraiment, c'est le cas. Hein. Il y en a, ils sont vraiment là juste pour dire telle franchise c'est nul, tout ça. Ça me plaît Oui, pas. ton joueur c'est de la merde, Voilà, et ton je joueur, veux pas écouter. c'est ça. Genre, comment elle parle basket. Pourquoi j'écouterais quelqu'un, une femme parler de basket féminin, de basket masculin et pas de basket féminin. On est d'accord. C'est ce genre de truc. Ça, c'est pas normal, ça arrive trop souvent. Mhm. Et puis, moi, il y a des gens qui, entre guillemets, et c'est pas que les jeunes en fait. Ouais. C'est ça qui me dérange le plus. C'est qu'en fait, Des anciens aussi. il y a des anciens le font aussi. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il y a quand même aussi une part d'anciens. Ouais. Donc, Tu dis ça, je pense à un mec direct, je suis désolé, vas-y, continue. voilà, bien sûr, mais il y a des anciens qui aiment bien clasher les petits jeunes qui commencent. Ils veulent pas les écouter parce que Un mec qui est sur RMC. Ouais, par exemple, ça s'écoute, hein. Mais dans le sens, pas forcément sur RMC, mais Non, mais je pense, en fait, c'est que quand tu parles d'anciens qui ont des statements, etc., je pense à Steve Brun directement. ouais, par exemple, hein. Il l'a déjà Et fait. d'ailleurs, un peu à Erwan aussi de la First Team. Thomas est plus mesuré, mais Erwan un peu aussi. Ouais, Erwan aime beaucoup, et pourtant Erwan est capable de très bonnes analyses. Oui, mais après, moi j'apprécie énormément les deux, hein. Mais Ouais. c'est des gars à statement, on va dire. Ça, ils font beaucoup de statements, et pourtant ils sont très bons dans leurs interviews. C'est qu'ils vont faire de super interviews. Incroyable. Voilà, comme ça ils vont pas me tomber sur le dos. S'ils me voient ça, ils vont pas me tomber sur le dos. Dire, Ne chopez pas le callback, s'il vous plaît. Attendez, j'ai dit que vous faisiez du super boulot. Mais en gros, c'est ça le truc. Et il y en a qui essaient de rester un peu mesurés, mais finalement on dit bah non, faut pas le suivre parce que tu vois, non, c'est pas assez, ça prend pas assez de parti. Les avis tranchés, c'est pas bon. Je suis pas fan. Ouais. On peut être tranché sur certains sujets dans le sens où parfois faut trancher, faut être clair et net. Bien sûr. Par Récemment, exemple, le sujet d'Eric Rose. Derrick Rose, faut être tranché. Moi, j'ai un avis très tranché sur Derrick Rose. Moi aussi. Voilà, c'était un Pareil, super... Kobe, hein, d'ailleurs, hein, même sujet. C'était un super joueur et tout, mais faut pas oublier. On n'oublie jamais. On prend tout le joueur en considération. C'est bien fait, comme c'est méfait. Tout doit être pris. Le joueur et l'homme. Le joueur et l'homme sont pris en compte. On va dire qu'on peut pas faire entre guillemets. On ne réécrit pas. On fait le. On ne sépare pas, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. On ne réécrit pas l'histoire. Ce qui peut être un peu négatif, c'est parfois parce que quand on s'appelle journaliste, quand on est un journaliste et qu'on dit on n'oublie pas, on ne fait pas on rappelle qu'il a fait ça, et ben on se prend des sauces. Alors que bon, ça rappelle du fact, mais bon, comme ça, hein, les réseaux sociaux, et c'est pas forcément des jeunes, hein. Non, mais bien sûr. Je trouve qu'on est un peu trop sur le dos, oui, c'est les jeunes qui amènent. Oui, on pense à chaque fois que c'est les jeunes, un peu TikTok, un peu je veux faire un peu. Je veux qu'on parle de moi, je veux tout ça. Mais pourtant, il y a des jeunes, même sur Twitter, je pense à quelqu'un qui est sur Twitter, qui est dans Commu Kings, Adriano, s'il y en a qui voient de qui je parle. Quand il parle basket, il parle très bien de basket, et pourtant, il est jeune. Hein. Ah non, mais oui, bien sûr. Donc, enfin, même, j'ai l'impression de l'avoir compris, mais je sais pas si tu veux donner ton âge, mais moi je peux le donner. Je considère qu'à 24 ans, je suis encore un jeune fan de basket. Hein. Ah bah, moi aussi, hein, moi j'ai 19, quasiment. Ouais, voilà, t'es un jeune fan de basket aussi, et t'es capable de nuances. On peut tous être capable de nuances. C'est juste que je pense qu'en fait, on est tellement il y a tellement peu de nuances, on en voit tellement peu, que du coup, bah, on se dit, bah, on arrête. On n'a pas envie d'en faire parce que sinon, on n'est pas hype. Vous verrez que souvent, les très gros comptes,
n'ont pas de nuances, ou très peu, et quand ils en Ah font, oui. et bah les gens, tout de suite c'est bizarre, il y a moins de likes. Bah oui, Mhm. parce que les gens cherchent du like, ils veulent être connus, et parce que quand tu prends du like, bah t'as de la visibilité, tu fais des partenariats, il y en a qui font des trucs avec peut-être Derby Ball et tout, pour les attirer, bah faut une commu. C'est Ah pas bah oui. avec mes 300 abonnés que je vais attirer, imaginons, faire un partenariat avec quelqu'un et faire gagner, imaginons un maillot à quelqu'un. Ouais, je vois. Donc t'as un regard mitigé globalement sur l'évolution actuelle du Ouais, basket, de la culture basket. bah la culture basket, je pense qu'on s'améliore, on est de plus en plus renseigné, culture tactique et tout. De plus en plus, on connaît les trucs, on connaît les détails et tout. De plus en plus, les jeunes, entre guillemets, vieillissent, et donc du coup, ils laissent aussi une part de leur empreinte en parlant des joueurs qu'eux ont connus Ouais. sur les autres. Moi, j'ai 19 ans, mais les gens qui commencent le basket aujourd'hui, entre guillemets, ils auront une vision différente de nous, et ça, c'est bien. C'est bien aussi, mais nous, on pourra leur dire, bah oui, moi, je me souviens quand James Harden, il tournait à 37 points de moyenne, et puis il n'a pas été MVP, tout ça. Je me souviens du LeBron du 8. C'est ça. Voilà, pourquoi pas. Moi, je l'ai pas connu, le LeBron du 8. J'ai connu que les Cavs, les 2 saisons, ils gagnent pas. Mais, mais pourtant, ça m'empêche pas quand on me raconte le LeBron 2016, j'adore qu'on parle de LeBron 2007. Mais donc, la commu NBA va dans le bon sens dans certains points. Les médias sont super, de mieux en mieux. La visibilité, on parle, tu sais, les trucs au Grand Rex de TT, oui, bien sûr. Le NBA Paris Games, ça fait toujours, on en parle toujours beaucoup, même s'il y a des problèmes d'accessibilité. Mais globalement, il y a quand même parfois des gens qui ne vont pas dans le bon sens, et j'aimerais bien que ça change un petit peu. Ça se ralentisse un peu. Ou en tout cas que les gens se commencent à arrêter de prendre des gens comme ça au sérieux, parce que je vois. C'est tout ce qu'ils veulent. Je vois. On passe à l'avant-dernière question, enfin à la dernière question avant la question d'invité. Toi, comment est-ce que tu vois ta relation avec le basket évoluer ? Je pense qu'elle va pas se dégrader. Je pense qu'au pire, elle reste un peu la même. Je pense qu'avec l'âge, elle va être de mieux en mieux. Je vais de plus en plus l'aimer, parce que j'aurai connu de plus en plus de choses, donc j'aurai plus de choses à raconter, de souvenirs en tête. Peut-être que j'aurai des maillots en plus. Peut-être que tu auras vu les Kings en finale NBA. Peut-être que j'aurais vu les Kings jouer en direct, dans le sens vraiment je l'ai vu voir jouer. Donc on te le souhaite. C'est ça, donc les voir là-bas. Mais là, vraiment, le budget n'est pas présent pour faire ce genre de projet. Mais c'est tout. Moi, je pense que c'est l'expérience qui va rendre ça encore plus cool. J'ai hâte, entre guillemets, d'être dans 10 ans et de dire à quelqu'un, toi, tu te souviens pas quand Nikola Jokic, il faisait des bounce pass alors qu'il court à 4 km/h. Ouais. Et qui martyrisait tout le monde parce que personne ne sait comment le défendre. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la retraite de LeBron. J'ai hâte de voir la retraite de plein de monde, pour voir le moment historique quand on va se rendre compte tous ensemble que dire, voilà, dinguerie. On est sur un truc de balade. Quand on va voir Giannis prendre sa retraite, on va dire, putain, le truc de fou. Quand on va voir la ligue sans LeBron. Oui, la ligue sans LeBron, même sans Curry, ça va être bizarre. Sans LeBron, ça va être bizarre. Et quand on va arriver, qu'on va se dire, putain, Scottie Barnes, il a 32 balais. Oui. Moi, j'ai ce truc-là avec Luka Doncic. Moi, le jour où on me dit que Luka Doncic a 30 ans, je vais prendre une claque. Ça. Et là, quand on va me dire, ah ouais, Luka, il est plus proche de la fin que du début. Hein. Ah ouais. Tu vas dire, attends, mais il a commencé l'année dernière. Luka. Oui, ça, j'ai hâte. J'ai hâte de voir les jeunes nouveaux coachs. Et ça se trouve, on sait pas, mais ça se trouve, Joe Mazzulla va dire une légende du coaching. On sait pas. C'est un truc de fou. Même si, par exemple, je pense que Jason Tatum deviendra une légende quand LeBron et KD ne seront plus là. Ouais, je vois. Dans le sens où ils le font de l'ombre, ils font tellement d'ombre que lui, il ne peut pas prendre la lumière. On sait pas. Ça se trouve, les Celtics seront une dynastie. Ça se trouve, la dynastie, en fait, on sait pas, mais en fait, c'est les Mavs, parce que, entre guillemets, ils vont prendre la suite des Celtics parce que ça va exploser. Je dis une bêtise. Hein. Ça se trouve, les Knicks vont regagner un titre. On sait pas. Je me le souhaite. Jalen Brunson, MVP des finales à 32 points de moyenne, s'il passe sur Est-ce qu'on sait pas? On sait pas du tout. Ça se trouve, Josh Hart, il a son maillot au plafond du Madison Square Garden. Et ça, c'est exceptionnel. Et donc, je veux voir ça. J'ai hâte juste de voir des choses qui arrivent, des légendes qui s'écrivent. C'est tout. T'es hypé par la suite de ta relation. C'est ça. Je suis hypé
J'ai hâte de voir la saison prochaine. Ça se trouve, il y aura un nouveau MVP, on s'attend pas du tout. Ça se trouve, Shai Alexander va faire ce que KD et Russ n'ont jamais fait. Non, vraiment, j'ai plein de choses qui m'intéressent, même si, dans mon cœur, je ne veux voir qu'une chose, c'est une deuxième bannière au plafond du Golden One Center. Mais... Une deuxième? Vous en avez une première? Oui, c'est 1951. Ah oui, pardon. Oh, je me suis fait reprendre. Attention, on n'aura pas là-dessus, on a une bague. Mais on en a une. Ah oui, c'était avec les Royals à l'époque, non? Les Royals. Ça marche. Les Royals de Cincinnati, je crois. C'est ça. Je crois, il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, si je dis pas ou Rochester. Bon, Rochester, l'un ou l'autre. Une des deux. On va du coup passer à la question de l'invité précédent. Tu pourras après poser ta question à l'invité suivant. Ça, d'ailleurs, que je ne sais toujours pas qui c'est, donc on verra bien. Ce sera une question à l'aveugle. Là, la question, c'était, pour toi, quelles sont l'affiche des finales de conférence Est et Ouest cette année? Cette année? Ouais. Je vais dire ce que je veux voir. Allez, dis-nous tout. Je veux voir Knicks Celtics. Oh, tu me fais plaisir. Absolument. Tous les jours. À l'Ouest, qu'est-ce qui pourrait être marrant à l'Ouest? Tu veux voir les Kings? Les Kings, ça serait drôle. Et voilà, moi je vais être dans le top de l'humour. Je vais être dans le summum du drôle et qu'on se dise quelle année incroyable. Je veux voir un Kings Lakers. Oh, de conf, là. Ah, ce serait incroyable. Contre LeBron avec Adam Silver qui a les chocottes parce qu'il a peur que les Kings aillent en finale. Ça me ferait rêver. Wow. Et puis non, même mieux que ça. Le scénario il est encore plus fou. Les gens, il y a Celtics et Lakers qui sont tous deux en finale de conf. Les deux perdent. Voilà, là c'est craquage. Là la NBA est en craquage parce qu'ils voulaient tous le Celtics Lakers. Bon après ça va, il a un Knicks quand même. Ouais, il a un Knicks, c'est bon, il est content. Mais voilà, pour la blague, mais sérieusement, je vois bien Mavs Denver. Ok. Et puis non, pareil, Celtics Knicks, j'y crois. Ou alors un petit Celtics Bucks ou un Knicks Bucks. Ces trois équipes là. Ok. Ouais. Pas que les Sixers j'y crois pas, mais c'est juste que ça me... Je sais pas, ça me ferait bon kiffer. Je sais pas. Ah ok, ça marche. Très intéressant. On verra si ça se réalisera. Et qu'est-ce que pourrait être une question à l'aveugle pour la prochaine personne? Ce que tu veux. Dans les questions, les intitulés de questions, on avait Greg qui a demandé à Penny si tu pouvais créer une statistique, laquelle ce serait. On a Penny qui avait demandé à Valentine quelle sera ta All-NBA First Team dans 5 ans. Voilà un peu ce qui a été fait, si tu veux t'en inspirer. Quel sera le prochain style monumental type Jokic, type ce genre de gars, type Giannis. Qui sera qui sera le gars, bon ça peut être un joueur actuel hein, mais le gars auquel on s'attend pas du tout et qui devient une pure légende du jeu. C'est ce que je vois. Quel est le gars auquel on s'attend pas et qui devient une pure légende? Qui c'est qui? Voilà. Et je vais faire ma traditionnelle réponse parce que j'aime répondre à vos questions même si on me demande pas. Quel sera le prochain? Ah moi il y a une grosse cote mais on s'y attend un peu parce que il est sorti beaucoup de fois déjà, c'est Cooper Flag. Ouais mais Cooper Flag ça va être un first pick. Donc c'est ça. Non, en vrai qui est le prochain comme ça? Parce que ça dans un an on a eu pas mal. On a eu Bronson par exemple. Moi je pense qui est genre un peu comme ça. On a eu moi vas-y j'ai le prochain mec qui va on sait pas. Qui va tout casser et on s'en doute qu'à moitié. Putain, j'ai vraiment plein de doutes là. Parce qu'il y a des mecs, je me dis, bon, c'est quand même des hauts choix de draft. Je pensais à Red Shepherd des Rockets. Pourquoi pas Ouais, Reed. Ouais, vas-y, je tente. Emmanuel Quickley, IQ. Moi, j'ai vu des trucs chez toi à New York. IQ. Un potentiel de méga star. IQ, la superstar de Toronto. Oh là là. IQ, il a un potentiel à devenir un meneur fou furieux. Ouais, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Mais c'est marrant. C'est très marrant. Moi, c'est marrant. Moi, est-ce que j'en ai un petit en tête où je me dis, il y a un gars, on se dit, j'y crois jamais, mais lui, ça devient ma star. Après, si, moi j'ai une cote que j'ai sortie aussi dans mes All-NBA First Team.
de 5 ans là. Moi, moi j'ai un amour pour Bryce James, je sais pas d'où il vient. Bryce James. Bryce James, j'y crois du feu de Dieu. Bryce, ça peut être exceptionnel, j'avoue qu'il a un beau potentiel. Tu sais, qui est en craquage, il y a LeBron dans les sorties dans 5 ans. Bon, il est comme craquage monumental, mais c'est possible, hein, tout est possible avec LeBron, on y croit. Ouais, on ne sait jamais, c'est un robot, n'oublions pas. C'est ça, c'est un robot dans un corps d'être humain, c'est le premier Android. Qui pourrait être ma surprise? Alors il y en a un, c'est déjà un mec qui peut être All-Star et tout, mais je me dis, franchement, une pure légende, hein, je rappelle. Ouais. Et à fond Derrick White. Complet. Derrick White, la légende du jeu. Complet. Voilà. Le meilleur role-player de l'histoire. Meilleur role-player, mais file-lui les clés d'une franchise. Ouais, j'irais pas lui filer les clés d'une franchise non plus. En craquage monumental. Craquage complet par contre. Voilà, craquage monumental. Mais c'est drôle. Ça a bien move the Knicks à l'ancienne, ça. C'est ça. Bien Knicks. Ouais. Un Kings un peu aussi, hein. Ouais, bien Kings aussi. Mais un peu moins parce qu'on signe très peu d'agents libres vraiment de haut niveau, donc j'y crois moins. C'est pas faux. Eh bah écoute, on va tranquillement clôturer. Ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble, c'est passé incroyablement vite, c'était super. Ouais. J'espère que t'as apprécié l'exercice, que t'as apprécié passer dans cet épisode. Moi j'ai adoré. J'ai hâte d'écouter les autres. Eh bah tant mieux, ça fait plaisir. Vous, n'oubliez pas de vous réabonner, d'aller suivre Agnès sur Twitter, de vous abonner à Backdoor. Donc là on est sur Background, mais c'est Backdoor, c'est la même chose. TikTok, Insta, tout est en description. On va vous dire au revoir. Je vais te dire au revoir Agnès. Au revoir. Des bisous. Des bisous. Topette.